Alors, permettez-moi d'enchaîner par la deuxième présentation. En fin de compte, la prise en charge thérapeutique des verrues du simple au compliqué devait impérativement passer pour préparer ce topo par une mise au point des codes neufs concernant la prise en charge des verrues. Et vous allez vous retrouver donc dans votre quotidien, comme ça a été le cas en préparant cette présentation. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt si vous voyez des noms commerciaux parce que tout simplement, j'ai mis les noms commerciaux qui existent dans notre pays pour un peu partager ce qu'on fait. Et sur une recherche sur PubMed, Medline, concernant les 10 ans, donc il y avait plusieurs encres qui ont coulé concernant les méta-analyses, les revues de la littérature, la revue de la littérature et surtout donc les séries, donc sans prendre en considération les cas cliniques. Donc, avant de commencer la discussion de la prise en charge thérapeutique, il était essentiel de rappeler que le virus de l'human papillomavirus, c'est un virus qui est nu, donc il est résistant dans le milieu extérieur. Donc, on doit bien sûr penser toujours à la prévention. Et j'ai mis donc qu'il y a deux régions codantes, une qui va coder précocement et l'autre d'une façon lente. Pourquoi? Parce que tout simplement, les régions codantes c'est-à-dire pour la réplication lente, elles seront responsables de la virulence du virus et de sa résistance par rapport au système immunitaire qui peut s'en débarrasser spontanément. Alors, le mécanisme général du traitement, donc on a bien vu la clinique, la dermoscopie, donc on va viser bien sûr l'hyperkératose, on doit agir sur l'hyperkératose et on doit agir sur la vascularisation. Et si on veut faire partir ces lésions, il faut agir sur les deux, il faut les traitements combinés, donc ça résume un peu la fin. Et puis, action immunomodulatrice pour éviter la récidive, surtout chez les patients qui sont immunodéprimés ou des terrains d'atopie. On ne peut pas parler de prise en charge thérapeutique si on ne fait pas attention à l'altération de la barrière cutanée. Systématiquement, les patients qui ont des verrues auront dans leur prise en charge, dans leur ordonnance, des gels sur gras, des crèmes émollientes avec des règles de mesure hygiéno-diététiques concernant l'hydratation de leur peau. Et bien sûr, il faut donner les conseils concernant les microtraumatismes. Faire attention aux professions à risque, notamment nous, donc nous sommes aussi à risque. Et puis, sur des terrains comme le déficit immunitaire primitif, l'immunodépression et les patients anémiques et qui sont carentiels en matière de vitamine C, ils vont faire davantage les verrues par rapport aux autres patients. Alors, le plan sera simple. On va voir le but du traitement, moyen, indication, et puis au fur et à mesure, on va voir notre expérience. Donc, le but, on en a déjà parlé. Donc, j'ajoute ici qu'il faut aussi éviter l'auto-inoculation pour les verrues péri-inguéales au niveau de la bouche et au niveau génital, et puis rompre la chaîne de contamination. Alors, idéalement, lorsqu'on est devant un patient qui se présente pour des verrues, on va chercher une solution simple, qui n'est pas coûteuse, avec un faible risque d'effet indésirable, parce qu'il y a plusieurs traitements qui marchent, mais qui sont agressifs, avec des suites qui sont très importantes, surtout chez l'enfant. Donc, pour le traitement des verrues, donc c'est ce que stipule cette publication, qu'il faut essayer de trouver donc des solutions simples, adaptées, et qui ne vont pas être plus nuisibles que la maladie elle-même. Alors, pour les moyens, tout d'abord, il y a l'abstention. Donc ça, on le sait, qu'on peut avoir la régression spontanée, surtout chez les enfants, plus que chez les adultes, les patients qui ont une origine non caucasienne et sous-type HPV type 1. Mais le premier message que je veux, ou le message qu'on veut partager ensemble, c'est que l'abstention ne doit pas être faite pour les verrues anciennes qui ont dépassé un an d'évolution. Parce que tout simplement, si l'autre était capable de s'en débarrasser, ça ne doit pas persister au-delà d'un an. Donc, si vous avez des lésions qui sont anciennes, ça veut dire que c'est la région codante, qui a pris la relève et il est responsable d'une multiplication virulente du virus. Il faut traiter ces patients. Donc, les patients adultes avec des verrues anciennes, pas d'abstention thérapeutique. Pour les enfants avec des verrues qui sont d'évolution aiguë ou subaiguë, on peut temporiser. Alors, le deuxième moyen, donc, on va voir les traitements spécifiques et le traitement du terrain dont on a déjà touché un mot. Et on va commencer par le traitement local. On va voir les traitements topiques, les injections intralésionnelles et les traitements physico-chirurgicaux. Alors, pour les traitements locaux, il y a tout d'abord l'acide salicylique. Donc, c'est le plus simple et c'est ce qui marche le plus ou moins associé à l'acide lactique. Donc, il a un effet qui est kératolytique, certes, d'accord? Il va détruire l'épiderme infecté. Il va provoquer aussi une réponse immunitaire par légère irritation, donc par effet d'immunomodulation. Alors,
L'avantage, c'est qu'il n'est pas coûteux, disponible, mais le problème de l'irritation et surtout, il faut donner des durées suffisantes qui vont dépasser 3 mois. Donc, 1 mois, les 6 semaines ne suffit pas dans les formes où on n'a pas de combinaison, c'est-à-dire de juste l'acide salicylique ou l'acide lactique seul. Alors, sur le visage, il est contre-indiqué lorsqu'on a une concentration plus de 15%. Il faut respecter ça et généralement, il faut préférer des concentrations de moins de 12%. Alors, il y a cette combinaison qui marche très bien, donc qui était présentée par le professeur Chihab comme cas clinique au cours du congrès mondial, pas de données publiées, mais qu'on a adopté au service, donc qui marche très bien, surtout pour les verrues péri-inguinales. Donc, l'acide lactique 4 grammes, l'acide salicylique 4 grammes, avec le collodion élastique 12 grammes, tube de 20 mg et 2 fois par semaine sous occlusion, c'est-à-dire sous l'oufane. Généralement, c'est 1 mois jusqu'à 6 semaines, mais ça dépend de la localisation, de la forme clinique, est-ce qu'il est hyperkératosique, pour, bien sûr, par la suite, prolonger. Alors, le deuxième traitement topique qui marche le plus, c'est l'acide formique. Il est disponible dans les pays nordiques et notamment en Allemagne, mais il n'est pas disponible au Maroc et dans certains pays d'Europe. Il a une double action kératolytique et destruction de la cellule infectée par déshydratation, donc avec un effet immunomodulateur, et une application par semaine, et ça donne de bons résultats. Alors, pour nitrate d'argent, il est disponible, ça ne coûte rien, 19 dirhams, mais le problème, c'est cette coloration pigmentée résiduelle qui est plus moche, plus inesthétique que la verrue elle-même. Et puis, on a un risque de méthémoglobinémie si on utilise d'une façon prolongée ou l'application à des doses qui sont élevées. Alors, le phénol à 80%, je pense que c'est le secret des traitements topiques. Donc, déjà, parce qu'il a une action kératolytique, mais surtout hémostatique. Donc, il va agir sur les doubles composantes, l'hyperkératose et aussi sur la vascularisation. Alors, une application toutes les 3 semaines. Elle est plus efficace dans cette publication par rapport à la cryothérapie, sur une série de 28 cas, contre-indiqué chez la femme enceinte et sur des zones étendues car on a un risque bien sûr systémique. Et puis les effets secondaires, comme vous le voyez, ils sont généralement modérés, mais parfois des troubles pigmentaires. Alors l'autre traitement topique qui marche, ce sont les trétinoïdes, action kératolytique, mais avec les ruptures qu'on a, donc je pense qu'on aura des difficultés à traiter ces patients. Alors c'est surtout les verrues planes au niveau du visage. Et puis la dapalène, mais pour la dapalène, la plupart des auteurs préconisent 2 applications par jour. Et pour minimiser l'agressivité, donc mettre des crèmes cicatrisantes. Et l'efficacité, elle a été prouvée aussi plus que la cryothérapie. Alors, l'hydroxyde de potassium. Moi, lorsque je voyais des patients qui venaient pour des verrues traitées par l'hydroxyde de potassium, je dis que le clinicien a raté le diagnostic. Il pensait au molluscum contagiosum. Non, c'est pas le cas. Donc, l'hydroxyde de potassium marche très bien sur les verrues, aussi bien sur les verrues que les molluscum contagiosum. Agent kératolytique, donc on a le 5% au Maroc, on n'a pas le 10%, et malheureusement, c'est le 10% qui marche le mieux. D'accord? Donc, et on voit qu'on pourra avoir des effets secondaires. Nous, on pratique, on préconise de mettre la vaseline blanche au niveau du pourtour des lésions pour un peu protéger la peau périverruqueuse et mettre le traitement en petite quantité au niveau, bien sûr, des zones à traiter. Alors, sur cette publication, vous voyez que, cette comparaison, on voyait que avec le groupe hydroxyapatite de potassium 10%, on avait une supériorité par rapport à la réponse complète et aussi partielle. Et les non-répondeurs, c'était 3 cas par rapport à plus de 90 patients qui ont bien répondu. Alors, là, 72 patients ont participé à un essai de 6 semaines et c'était une autre comparaison. C'était l'hydroxyapatite de potassium 5% avec un groupe de trétinoïne 0,1%. Et ils ont évalué après 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Donc, l'efficacité était presque similaire avec une amélioration, mais plus dans le groupe trétinoïne que le groupe KOH 5%. Alors, l'acide trichloroacétique, oui, c'est un traitement qui marche très bien sur le plan topique. Donc, 60 à 80%. Donc, action kératolytique, mais aussi hémostatique. Une application par mois. Les effets secondaires, c'est la douleur et c'est un traitement qui ne doit pas être fait en ambulatoire, il doit être réalisé par un médecin.
Alors, le nitrising complexe. Donc, on avait la chance de travailler avec un échantillon qui a bien marché sur une seule patiente. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche toujours sur les premiers cas. On ne sait pas pour les autres qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de publications et non pas se fier juste à une expérience ou deux. Donc, c'est un produit espagnol non disponible au Maroc. C'est une solution virucide pour application cutanée et qui donne de bons résultats, notamment pour les verrues récalcitrantes au niveau périinguinal, palmoplantaire, et elle est préconisée chez les adultes et les enfants de plus de 6 ans. Alors, pour le 5-fluorouracil, donc action antinéoplasique et antimétabolique, crème 5%, non disponible actuellement au Maroc, 1 à 2 fois par jour sous occlusion, en monothérapie, et bien sûr, on a des effets secondaires qu'on peut avoir. Les autres immunomodulateurs topiques, c'est l'imiquimod et aussi les autres traitements qu'on utilisait comme immunothérapie pour la pelade, notamment universelle au total. Alors pour l'imiquimod, c'est la crème à 5%, effet immunomodulateur pro-inflammatoire, surtout pour les cas récidivants. Et puis une application 3 fois par semaine pendant 12 heures. Il faut rincer par la suite, 16 semaines maximum à ne pas dépasser. Et elle est plus préconisée pour les condylomes les verrues cutanées, mais ça passe pour les verrues cutanées qui sont récidivantes. Et bien sûr, il faut faire attention pour les érosions locales et l'érythème. Alors, pour les autres traitements immunomodulateurs de l'immunothérapie, donc non disponibles au Maroc, très immunogènes, mais dont de très bons résultats pour les verrues récalcitrantes. Maintenant, on va voir, on a vu les traitements locaux, topiques, dont certains sont disponibles et on doit utiliser davantage. Maintenant, on va voir les injections intralésionnelles. Alors, pour les injections intralésionnelles, tout d'abord, la bliomycine, c'est un antinéoplasique, ça marche bien, mais elle est contre-indiquée pour les verrues au niveau des extrémités, un risque de nécrose. Alors, il inhibe la synthèse de l'ADN, il faut le diluer dans la xylocaïne parce que c'est douloureux. Et puis, une injection tous les mois, ça donne de bons résultats dans les formes récalcitrantes. Alors, il y a aussi des agents immunomodulateurs qu'on peut injecter. Pour cet article avec revue de la littérature, donc ils ont vu c'est-à-dire les différents immunomodulateurs injectés localement pour avoir de bons résultats. Donc ça a concerné l'injection d'antigènes du Candida albicans, du trichophyton, l'antigène tuberculinique, et puis injection de vaccins BCG, rubéole, orion et rougeole, et le Mycobacterium W. Alors, tous les agents immunomodulateurs étaient efficaces, avec bien sûr des pourcentages qui sont variables. On voit ici, par exemple, pour l'injection intralésionnelle de l'antigène de Candida, que l'élimination complète était de 72%, avec des effets indésirables qui sont minimes. Alors, pour la tuberculine, c'était 76% des patients avec résolution complète et non pas partielle. Et pour le vaccin ROR, donc c'était 75% avec une réponse qui est complète. Alors, pour l'injection intralésionnelle de vaccin Mycobacterium W, là encore, donc, dans une autre étude qu'on va voir, il y avait plus de 76% d'amélioration complète. Alors, les injections de BCG ont donné aussi de bons résultats, mais le nombre de malades qui ont profité de cet arsenal thérapeutique était minime et nécessite d'autres études. Donc, ce qui est nouveau et ce qui est intéressant et qu'on peut faire, c'est la thérapie par auto-inoculation, c'est-à-dire induire chez le patient lui-même cette immunomodulation par des méthodes qui sont différentes, on va les voir rapidement. Donc, soit exposer le virus pour produire des médiateurs immunitaires grâce à l'immunité à médiation cellulaire, et ceci par plusieurs techniques, soit l'aiguilletage, donc c'est le micronidine par des aiguilles, on va bien sûr enfoncer la verrue, l'auto-implantation homologue et l'injection d'autoverrues. Alors, c'est une publication récente de 2024. On va injecter, c'est-à-dire on va réimplanter ou injecter ce qu'on va recueillir comme virion au niveau soit de la région antébrachiale en fonction des études, le pli antécubital, le cadran fessier supérieur ou la zone fémorale. Alors, et ça a été fait chez les patients ayant des verrues qui sont récalcitrantes. Alors, la première technique, c'est ce qu'on appelle la technique de needling. Donc, on va prendre une aiguille, on va faire des trous, tréponation, on va vraiment faire des trous au niveau de toute la verrue, aux alentours de 30 à 50 trous, jusqu'à avoir vraiment une lésion qui saigne. On va faire, c'est-à-dire l'hémostase. Et une fois on a l'hémostase, on va envelopper par une occlusion avec une compresse stérile.
imbibé de sérum salé et avec du sparadrap. Alors, pour les différentes techniques, les orateurs ont donné une antibiothérapie par voie orale et parfois orale et locale pendant 5 jours. Donc, ils ont laissé fermer, c'est-à-dire le pansement pendant 5 jours. La deuxième technique, ça va être un shaving pour la verrue. On va donc l'enlever. Et par la suite, grâce à une aiguille de plus de 18 gauges ou de 20, qui est de assez grand calibre, on va faire comme un petit sac au niveau de la peau. Et par la suite, on va mettre donc la verrue recueillie au niveau de cette zone, au niveau des zones qu'on a déjà citées, la région antébrachiale et antécubitale. Alors la troisième technique, on va enlever la verrue, mais on va la hacher, on va la broyer, d'accord? Et par la suite, on va prendre ce broyat de la verrue dans une seringue avec une aiguille de grand calibre qu'on va injecter dans la zone donneuse. Et la dernière technique, c'est presque la même chose, mais on va en plus instiller du sérum salé. On va faire un broyat et recueillir juste le sérum salé avec les virions et le réinjecter au niveau des zones receveuses. Donc, pour les différentes techniques, il y avait donc l'occlusion pendant 5 jours, l'antibiothérapie, avec des résultats qui étaient, donc comme vous le voyez ici, donc plusieurs cas de réponse. Donc, vous voyez sur ce slide déjà le nombre de patients qui est assez important. Et puis, une amélioration avec rémission complète pour la plupart. Et on a noté que pour la technique auto-implantation de toute la verrue, il y avait plus d'amélioration. Et la même chose par rapport à la suspension recueillie de virions avec le sérum salé. Donc, cette technique semble vraiment prometteuse, surtout chez les patients qui ont des verrues récalcitrantes et récidivantes. Alors, qu'en est-il pour l'injection intralésionnelle de la vitamine D? Donc, on l'a mis dans le chapitre immunomodulateur parce qu'effectivement, la vitamine D, c'est une hormone et c'est une vitamine immunomodulatrice. Donc, tout simplement, tous les kératinocytes de la couche basale sont bourrés de récepteurs de la vitamine D, de même que les kératinocytes de tout le corps muqueux de Malpighi. Et donc, lorsqu'on va injecter de la vitamine D, il y aura selon le mécanisme suivant, donc une liaison sur son récepteur avec l'augmentation de l'expression des toll-like récepteurs par les macrophages, et de ce fait, on aura une expression par le patient, par sa peau, des peptides antimicrobiens par les catélicides et l'augmentation du récepteur de vitamine D de nouveau, ce qui va relarguer davantage donc ce mécanisme antibactérien et aussi anti-inflammatoire. Alors, pour l'injection, donc j'ai dit que les récepteurs de la vitamine D se trouvent au niveau des kératinocytes, mais aussi au niveau des mélanocytes, des fibroblastes et des cellules du système immunitaire de la peau. Alors, sur cette publication chinoise, coréenne et aussi égyptienne, on voit qu'il y avait une amélioration, comme vous le voyez sur ces photos. De même pour cette publication. Alors, cette étude égyptienne, ils ont fait une étude quand même comparative. L'injection de vitamine D, aussi l'injection d'antigène de candida, qui est une référence, et l'injection de solution saline, parce que parfois c'est le fait juste de piquer qui va créer cette réaction immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déduit? Que la meilleure réponse clinique, c'était dans le groupe avec injection de la vitamine D, mais avec une durée de la maladie qui était plus longue. Alors, ils ont comparé aussi dans cette étude très intéressante l'immunothérapie par vitamine D par rapport à l'immunothérapie par le vaccin, le Mycobacterium W, le Candida albicans. Et là, on retrouve en second lieu, après l'immunothérapie par le Mycobacterium W, que l'injection de la vitamine D3 était prometteuse avec un résultat qui est intéressant. Alors, qu'en est-il dans notre expérience? Est-ce qu'on peut faire la même chose? Oui, donc dans le protocole du service, on utilise la vitamine D en poudre de 200 000, la seule qu'on peut utiliser sous forme injectable et non pas seulement buvable. Les critères d'inclusion, les verrues extragénitales, critères d'exclusion, grossesse, allaitement, immunodépression, injection de 0,2 ml à 0,5 ml par verrue. Et on sait qu'on a juste 1 millilitre, donc dans les verrues profuses, on n'arrive pas à traiter toutes les verrues. Et puis la calcémie de contrôle avant chaque injection, on l'a ajouté dans notre fiche avec la surveillance. Et bien sûr, on a traité comme première intention et puis pour les verrues résistantes au traitement. Alors, voici quelques résultats de notre petite série. Donc, on voit qu'il y a une amélioration très importante, 4 séances avec un intervalle d'1 mois.
Mais la douleur est très importante. C'est un produit qui est huileux. L'injection est horriblement douloureuse, surtout chez les enfants. Deuxième chose, le taux de réponse, dans la littérature, il travaille avec 60 000, 600 000, vitamine D3, 600 000. Nous, on a juste la forme de 100 000 qui est commercialisée et je pense que ça a un rapport. Alors, maintenant, on va passer aux traitements physico-chirurgicaux. On a vu les traitements locaux, notamment topiques, et puis les injections, et surtout tout ce qui est immunomodulation. Maintenant, on va passer aux traitements physico-chirurgicaux. Et ce sont des choses que vous savez, donc on va passer rapidement. La cryothérapie, donc c'est l'azote liquide, disponible dans certains centres hospitaliers universitaires. Mais en vente libre, je pense qu'il y a un cryopen. Je ne sais pas est-ce que ça marche. Ça nécessite aussi le partage de vos expériences, surtout pour les dermatologues de ville. Alors, le mode d'action, c'est la congélation, une séance toutes les 3 semaines, et puis problème de disponibilité. Et les contre-indiqués au niveau de la matrice sont péri-inguéales parce qu'il peut endommager la matrice. Alors, cette publication était intéressante vu le nombre, bien qu'il était publié dans un open access, quand même le nombre de patients, c'était 976 patients randomisés et ils étaient divisés en 2 groupes, un traité par cryothérapie et l'autre par le traitement de référence topique qui est l'acide salicylique entre 20 et 50%. Donc, il y avait une efficacité comparable de la cryothérapie et l'acide salicylique topique dans les traitements des verrues vulgaires. Alors, pour les verrues maintenant palmoplantaires, il y avait l'usage de l'hydroxydapatite à 10% quotidiennement la nuit par rapport au traitement par cryothérapie. Là encore, donc on avait une efficacité qui est un peu plus importante pour le groupe traité par hydroxyapatite de potassium à 10%. Alors l'hyperthermie, donc le principe est simple, on va chauffer les tissus à 44 degrés. Ça va pas engendrer une mort cellulaire, mais une phase critique avec libération des protéines de choc thermique. Et ça va relarguer la réaction inflammatoire et ça agit par fonction immunitaire sur les tissus. Ça donne de bons résultats. Et dans cette étude qui a été publiée en comparant le traitement avec la cryothérapie, donc il y avait plus d'amélioration avec l'hyperthermie, moins de récidives par rapport au traitement par cryothérapie. Donc on arrive au traitement par laser, donc sous anesthésie locale parce que c'est douloureux, suivant les localisations. On a l'avantage de maîtriser la profondeur. Donc, on peut utiliser soit le laser ablatif, notamment le CO2 ou l'herbium. Donc, le CO2, on a plus de risque de cicatrice, mais les hémostatiques, on n'a pas le risque de contagiosité, surtout pour le praticien, et d'auto-inoculation. Et puis, le laser fractionné herbium, pas de cicatrice, mais il n'est pas hémostatique. Alors, il y a aussi les lasers vasculaires et pour une protection en sécurité du praticien ou du dermatologue, il faut préférer les traitements par laser vasculaire pour viser, bien sûr, la vascularisation et minimiser le risque de contamination par les lasers ablatifs. Donc, on a le laser NDIAG et le colorant pulsé. Donc, ce sont des cas publiés dans notre service avec une amélioration par laser, bien sûr, par laser. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le traitement combiné qu'on fait, c'est-à-dire en premier on va se débarrasser de l'hyperkératose, soit par l'acide salicylique, soit par un curetage, un shaving, soit par un laser fractionné herbium après une anesthésie locale. Par la suite, il faut faire un laser NDIAG pour viser la composante vasculaire et c'est un astuce très important lorsqu'on va faire le décapage de la lésion qu'on a traitée par laser NDIAG. Ça va permettre de raccourcir les suites post-laser. Et ça va nous permettre de contrôler par dermoscope est-ce qu'il y a des vaisseaux résiduels directement sur la lésion et retraiter ce qui reste. D'accord? Donc, ce sont des cas publiés, donc avec une amélioration importante. Là, juste le laser CO2 était suffisant. Et puis là, le laser vasculaire. Mais je vous assure que les suites sont assez pénibles pour avoir ces résultats. Parfois, on n'a pas le choix, comme c'est ce chirurgien qui a fait un traitement par vitamine D, par acide lactique, par la préparation, auto-injection, avec une amélioration juste partielle. Et par la suite, il voulait une solution radicale parce qu'il travaillait avec ses mains. Donc, on a fait la même méthode de traitement combiné des 2 lasers et avec une amélioration en 2 séances. Alors, les lasers, donc, pour un peu résumer, ils sont efficaces. Traitement qui va réduire la durée d'attente, mais il doit être réservé aux formes récalcitrantes, péri-inguéales,
plantaires, notamment les myrmicines. Alors l'électrocoagulation, c'est bien, mais c'est surtout pour les formes filiformes. La photothérapie dynamique, comme effet immunodulateur, elle est très intéressante, comme le montre cette publication, par traitement par photothérapie dynamique. Alors le curetage, on déconseille un curetage direct. Il faut le faire après l'application de l'acide salicylé. Donc un curetage qui est médicalisé et qui est supervisé et pour minimiser le traumatisme. Et puis l'exérèse chirurgicale, surtout pour les verrues filiformes uniques et surtout les verrues cornéiformes qu'on a vu tout à l'heure pour avoir cette confirmation histologique qu'il ne s'agit pas d'un carcinome épidermoïde sur une corne qui a dégénéré. Alors, pour les traitements systémiques, vous les connaissez, les rétinoïdes, l'acide rétine, mais il n'est pas disponible. Donc, les indications, c'est surtout les formes récalcitrantes, l'épidermodysplasie vériciforme, avec une amélioration notoire dans les publications. Alors, les agents immunomodulateurs, le zinc, forte dose, mais je pense pas que seul il va donner quelque chose, il faut des traitements combinés. La cimetidine, à la limite, je voulais pas la mettre parce qu'il n'est plus disponible, il est abandonné. Le lévamisole, comme anti-helminthique, ressort dans certaines publications. Alors, l'homéopathie, je pense que ça doit être professeur Céline qui doit en parler. Donc ça, sur la littérature, ça donne de très bons résultats. Donc, l'usage, l'homéopathie consiste à donner au malade un médicament fabriqué à partir d'une substance d'origine animale, végétale ou minérale, dilué, dynamisé, et ça va aller dans le principe de similitude, c'est-à-dire le médicament homéopathe va se définir par un nom latin, la substance de hauteur de dilution. Au début, je croyais pas, mais lorsqu'on a bien analysé les publications, ça donne d'excellents résultats. Quand vous voyez sur ces publications concernant 200 cas, avant et après, donc ce sont des résultats qui sont prometteurs. Alors, professeur Céline avait la gentillesse de me donner donc le protocole utilisé. Donc, c'est ce qui est aussi repris dans les publications, notamment donc avec les dilutions importantes. Et il m'a dit qu'il a des résultats intéressants, donc on va attendre leur partage. Alors, sur le plan thérapeutique systémique, il y a aussi les vaccins, mais pour les formes récalcitrantes. Et aussi donc le traitement donc par vaccin, mais qui doit être réservé pour les patients ayant plus de 5 verrues récalcitrantes au niveau palmoplantaire. Alors, on a dit qu'il faut donner un traitement topique, systémique, parfois combiné en fonction de l'indication, et jamais oublier les traitements non spécifiques du terrain, notamment l'hydratation, le traitement de l'atopie et de la carence en fer et en vitamine C. Alors maintenant, on arrive au dernier chapitre. Après ce tour d'horizon concernant les moyens thérapeutiques, donc les indications, on ne peut pas parler d'indications sans faire une synthèse personnalisée devant chaque patient en fonction de son âge. Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il est enceinte? La localisation, la forme clinique, est-ce qu'il est plane, kératosique, filiforme? Et là, donc, bien qu'il y a des publications asiatiques chinoises en 2022, donc la publication la plus soutenue et qui s'appuie sur des niveaux d'études scientifiquement valides, c'est l'étude des British Association. Donc, ils ont parlé des verrues palmaires où ils indiquent le niveau de recommandation A pour l'acide salicylique. Et puis, pour les verrues plantaires, l'acide salicylique a une concentration importante, mais combinée à d'autres traitements, laser, formaldéhyde, tout ce qu'on a vu. Les verrues planes, c'est l'acide salicylique, sont dépassés 11%. Donc, c'est 2 à 10%. Et bien sûr les topical rétinoïdes. Les verrues du visage, donc là aussi traitement des verrues filiformes par chirurgie, par électrocoagulation, cryothérapie au coton-tige sans dépasser les 10 secondes. Et pour l'enfant immunodéprimé, ce qui ressort pour l'enfant, c'est l'acide salicylé, la cryothérapie. Et pour l'immunodéprimé, les traitements combinés immunomodulateurs et l'acide salicylé. Alors, avant de terminer, j'ai trouvé que cette étude qui a été présentée cette année au GDP par professeur Chaudy-Deuve était intéressante parce qu'ils ont laissé tomber tout ce qui se passe dans la littérature. Ils ont essayé de voir qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie des cliniciens, des dermatologues de ville. Donc, ils ont pris des verrues plantaires en mosaïque qui sont récalcitrantes. Ils ont donné la vaseline salicylée à 50%. Ils ont arrêté 7 jours et par la suite, ils ont donné des traitements qui sont variables. Avec comme conclusion, aucun traitement n'est miraculeux. Ils ont préconisé en fonction du nombre et de la taille des verrues de donner toujours l'acide salicylé et puis c'est-à-dire en pied d'égalité plusieurs traitements immunomodulateurs et en dernier le laser, les rétinoïdes
avec un décapage à la lime jetable. Et s'il s'agit de lésions qui sont très importantes, avec un nombre important, pas d'azote liquide, on a un risque de nécrose avec des suites importantes et pas de laser CO2, là encore. Alors pour les études, notamment chinoises, en dehors de l'acupuncture, de l'homéopathie, rien de nouveau. Alors chez l'enfant, il ne faut pas être agressif. Je reviens à la discussion de tout à l'heure du professeur Mernissi, il faut voir la demande du patient, de l'enfant, et non pas des parents. Et si la lésion est ancienne plus d'1 an, c'est nous qui vont indiquer le traitement parce qu'il ne va pas partir toute seule. Pour la femme enceinte, là encore, on a des traitements qu'on peut proposer. Alors l'expérience du service, on l'a vu au fur et à mesure, ça rejoint ce qui a été dit dans le British Association, c'est-à-dire recommandation. Et nous, on traite toujours par des traitements combinés et bien sûr qui sont adaptés en fonction de la forme clinique. Alors, pour conclure, pas de traitement miracle dans le traitement des verrues cutanées. Lorsqu'on trouve, comme le dit toujours le professeur Snoussi, plusieurs traitements, ça veut dire que aucun ne marche. Alors, raisonnez selon chaque patient, son âge, le nombre de lésions, les formes cliniques. Les traitements combinés, donc c'est la conclusion de l'expérience de notre service. Intérêt des traitements innovants à la recherche dans ce domaine. Donc là, je suis un peu curieuse d'utiliser l'auto-inoculation, bien qu'on a commencé juste avec des cas qui ne sont pas très encourageants. Pourquoi pas l'hydroxyapatite de potassium à 10%, l'homéopathie, sans oublier le terrain, les carences, le déficit immunitaire primitif, parce qu'on reste des cliniciens avant tout devant des verrues qui sont récalcitrantes. Et je remercierai jamais assez mon équipe et bien sûr professeur Mernissi pour leur soutien.